Les chercheurs ont récemment mis au jour une nouvelle statue sur l'île de Pâques, nichée au cœur du cratère d'un ancien volcan. Ils étaient pourtant convaincus d'avoir déjà recensé l'ensemble des Moai, ces emblématiques colosses de pierre. Cette découverte remet en question nos connaissances à leur sujet. Tout d'abord, les Moai apparaissent rarement de façon isolée. Il est donc possible que d'autres spécimens soient dissimulés dans les environs. Ensuite, il s'agit du tout premier Moai découvert au fond d'un lac asséché. Les scientifiques œuvraient à la restauration des zones humides dans le cratère volcanique lorsqu'ils sont tombés sur la statue. Le plan d'eau avait commencé à se résorber en 2018. Durant 2 à 3 siècles au minimum, le lac présentait une profondeur avoisinant les 3 mètres, ce qui rend toute intervention humaine à son fond hautement improbable. Les experts estiment que les Moai remontent à plus de 5 siècles. Il est donc plausible que le peuple Rapa Nui ait transporté cette statue en ce lieu à une époque où le bassin était complètement asséché. La statue récemment exhumée mesure environ 1,50 m de haut, ce qui demeure modeste comparé à la majorité des sculptures présentes sur l'île. Elle se distingue néanmoins par sa forme complète et ses traits nettement définis. Les chercheurs prévoient d'effectuer une datation au radiocarbone afin d'en préciser l'ancienneté. À la demande des anciens de la communauté Rapa Nui, ils n'envisagent pas de déplacer la statue de son emplacement d'origine. Les statues Moai ont longtemps suscité la perplexité des chercheurs. Si l'on savait qu'elles furent érigées en l'honneur des chefs de l'île, nul n'était en mesure d'expliquer pourquoi ces sites précis avaient été retenus pour leur implantation. La majorité d'entre elles ont été retrouvées sur les rivages de l'île. Des chercheurs de l'université new-yorkaise de Binghamton ont entrepris d'étudier de plus près les emplacements des statues et ont découvert qu'ils étaient liés à la présence d'eau. L'île de Pâques, constituée de sols volcaniques poreux, absorbe aisément la pluie. En conséquence, elle ne dispose ni de rivières abondantes, ni de sources suffisantes. Il y a plusieurs siècles, les habitants dépendaient de l'écoulement des eaux souterraines pour s'approvisionner en eau potable. L'eau retenue en profondeur dans les strates rocheuses ou sédimentaires, appelées aquifères, finit par remonter jusqu'à la surface. Lorsqu'elle émerge à proximité du littoral, elle se mêle à l'eau salée de la mer, mais le taux de salinité reste suffisamment bas pour que l'eau demeure consommable. Les insulaires la recueillaient directement au point d'émergence. C'est vraisemblablement pour cette raison que les Moai furent édifiés en bord de mer, à proximité immédiate de cette précieuse ressource. Les troncs des statues flottants est généralement taillés dans du tuf volcanique, extrait d'une carrière locale, située dans un ancien cratère. Si cette roche se prête aisément à la sculpture, elle demeure difficile à transporter. C'est sans doute pour cela que l'on a découvert plus de 300 Moai inachevés dans la carrière même. Les autres sont répartis sur l'île, tournés vers les anciens villages. Les sculpteurs auraient commencé par tailler les statues à plat, allongées sur le dos. Ensuite, ils les détachèrent de la roche, les faisaient glisser en contrebas, puis les redressaient afin d'achever les finitions. Une fois le travail terminé, il ne restait plus qu'à acheminer la statue jusqu'à sa plateforme. Il s'agissait alors de transporter, sans véhicule ni technologie moderne, des statues pesant près de la moitié du poids d'une maison de plein pied, sur une distance de 5 km. Les insulaires ont dû mettre au point un procédé de transport inédit. Des chercheurs ont tenté de le reproduire, en charriant des répliques de Moai sur des traîneaux de bois. On a supposé que des palmiers avaient pu être employés à cette fin, mais cette hypothèse a été écartée. L'expérience la plus concluante à ce jour consiste à utiliser des cordes pour faire osciller la statue verticalement sur le chemin. Cette théorie semble plausible, car selon les légendes Rapa Nui, les Moai auraient marché depuis la carrière jusqu'à leur emplacement. Bien entendu, il leur fallait des routes adéquates pour acheminer les statues. Au début du XXe siècle, la chercheuse Catherine Routledge a mis au jour un réseau de voies vieilles de 8 siècles, large d'environ 5 mètres, rayonnant depuis la carrière. Selon elle, ces chemins répondaient davantage à une fonction rituelle qu'à un usage purement pratique. Comme elle n'était pas encore une figure reconnue de la science, sa théorie fut largement négligée. Plusieurs décennies plus tard, Thor Heyerdahl, aventurier et archéologue norvégien de renom, publia une hypothèse selon laquelle ces routes servaient exclusivement au transport des Moai. Certaines statues auraient, selon lui, été abandonnées en chemin sans explication évidente. Cependant, en 2010, des chercheurs ont révélé que les Moai parvenaient bien à leur emplacement final, car ils étaient installés sur des plateformes dissimulées. Le sol des routes, en forme de U, ne facilitait guère le déplacement de statues aussi massives. Aujourd'hui encore, on peut observer quelques kilomètres de ces voies, visibles depuis l'espace. On croyait autrefois que les Rapa Nui avaient détruit leur propre habitat, précipitant l'effondrement de leur civilisation. Mais une étude récente
fondée sur l'analyse par télédétection et l'intelligence artificielle, affirme au contraire que la population est demeurée stable et modérée au fil des siècles. Les insulaires auraient en effet su s'adapter aux contraintes de leur environnement, maintenant une démographie équilibrée. Parmi les indices appuyant cette vision, d'ingénieux jardins de pierre, témoignage d'une agriculture maîtrisée. Rapa Nui, aussi appelée l'île de Pâques, est l'un des lieux habités les plus reculés du globe. Baignée par le Pacifique, elle se situe à plus de 3500 km du Chili central et à plus de 4000 km de la Polynésie française. D'une superficie de 163 km², elle est constituée exclusivement de roches volcaniques. Ces volcans étant éteints depuis longtemps, le sol a perdu la plupart des éléments fertiles jadis apportés par les coulées de lave. Le climat y est également plus aride que sur les îles tropicales, et ces fonds marins profonds compliquaient la pêche, faute de récifs ou de lagons peu profonds. Pour subsister, les Rapa Nui ont donc mis au point une technique agricole ingénieuse, le jardinage lithique. Ils dispersaient des pierres de tailles diverses sur le sol, pour y cultiver notamment le taro et la patate douce. Les roches servaient à protéger les plantes des vents violents et de l'air salin, tout en régulant la température du sol. Elles relâchaient aussi lentement des minéraux, enrichissant progressivement le sol. Quelques habitants utilisent encore de tels potagers, bien que leur rendement soit très modeste. Des méthodes semblables ont été employées dans des régions peu hospitalières, comme la Nouvelle-Zélande, les Canaries ou le sud-ouest des États-Unis. Tandis que les chercheurs élucident les mystères de l'île de Pâques, celle-ci leur livre de nouvelles clés sur le fonctionnement du manteau terrestre. Longtemps, on a cru que ce dernier se déplaçait lentement, tel un tapis roulant, emportant les plaques tectoniques. Or, une récente étude menée par des géologues cubains, colombiens et néerlandais remet cette hypothèse en cause. Ils ont eu recours à la datation par zircon, une méthode analysant de minuscules cristaux formés lors du refroidissement du magma. Ces zircons contiennent de l'uranium qui, avec le temps, se transforme en plomb. En mesurant cette évolution, les scientifiques ont été en mesure de dater les cristaux, et ont été stupéfaits de découvrir que certains étaient anciens de près de 165 millions d'années. L'île pourtant n'a que 2,5 millions d'années. Les chercheurs en ont conclu que ces zircons provenaient du manteau profond, remontés à la surface par du magma lors d'anciennes éruptions. Les volcans de Rapa Nui appartiennent à une catégorie dite des points chauds, créés par des panaches de roches brûlantes, s'élevant des profondeurs terrestres. En principe, ces panaches demeurent stationnaires pendant que la croûte terrestre glisse au-dessus, engendrant des chaînes volcaniques comme celle d'Hawaï. Mais la présence de ces zircons anciens sur une île récente suggère une dynamique plus complexe en profondeur. Il y a 165 millions d'années, un vaste plateau volcanique occupait l'actuelle position de Rapa Nui. Ce plateau a sombré sous l'Antarctique il y a 110 millions d'années, emporté par la subduction tectonique. Toutefois, les zircons sont restés en place, contredisant l'idée d'un manteau fluide agissant comme un tapis roulant. Cela indique que le manteau, à proximité des panaches de points chauds, est bien plus stable qu'on ne l'imaginait auparavant. Une telle révélation pourrait profondément transformer notre vision de la tectonique des plaques et des mouvements internes de notre planète au fil du temps. Autant l'admettre, la plupart des tombes anciennes ont été profanées au moins une fois. Quelles qu'aient été les rumeurs entourant leur malédiction, la plupart des momies ont également été démaillotées. À une exception, la momie Bashiri demeure intacte et suscite un tel trouble que nul n'ose en percer les secrets. Voici Howard Carter, un nom qui vous est sans doute familier si vous vous intéressez à l'Égypte ancienne. On le connaît surtout pour avoir mis au jour, en 1922, la tombe du pharaon Toutankhamon. Mais rares sont ceux qui savent qu'avant cette découverte majeure, il aurait peut-être trouvé une autre momie. Cette découverte remonte à 1919 et porte divers noms, la momie de Bashiri, celle de Pachéry ou encore l'Intouchable. Selon certains témoignages, Carter aurait croisé son chemin dans la vallée des rois, précisément là où il exhumera plus tard le tombeau de Toutankhamon. Pourtant, cette momie demeure enveloppée de mystère. Ce n'est pas la superstition qui l'a protégée, mais la crainte de provoquer un tort irréparable. Personne ne peut garantir qu'un geste malencontreux pourrait être corrigé. Si finement emmaillotée, elle n'a jamais été déroulée.
les chercheurs redoutent de causer un dommage irréversible à son enveloppe funéraire. Il existe une règle d'or chez les spécialistes des antiquités. Si vous n'êtes pas absolument certain de pouvoir restaurer ou préserver un objet tel quel, abstenez-vous d'y toucher. L'histoire regorge d'exemples de trésors anciens irrémédiablement défigurés, comme le tristement célèbre Ecce Homo, ou la statue au sourire maladroitement restaurée. Le tissu fragile recouvrant son visage arbore un motif singulier, évoquant la forme stylisée d'une pyramide. Bien que les experts restent prudents, il pourrait s'agir d'un cas unique dans l'art de l'embaumement. Toutefois, sans en maîtriser la technique d'origine, le dérouler puis le restaurer sans l'abîmer semble quasiment impossible. Autrefois, qu'ils soient érudits ou pillards, les hommes n'hésitaient pas à défaire les bandelettes funéraires, souvent dans un but d'étude. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'examiner le contenu des sarcophages avec précision, sans avoir à altérer ni ouvrir la moindre enveloppe. Après un examen approfondi de la momie de Bachiri, les chercheurs ont pu déterminer qu'elle appartenait à un homme mesurant environ 1,67 m et ayant vécu durant l'ère ptolémaïque, soit entre 305 et 30 avant notre ère. Cela signifie que cette dépouille remonte à quelques 2300 ans. Le musée égyptien a révélé que les radiographies avaient permis de déceler une inscription portant le nom du défunt, bien qu'il demeure difficile d'affirmer s'il s'agissait de Pachéri ou de Nenu, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère. Le musée a également tenu à souligner que le luxueux coffret renfermant la momie était orné de scènes richement illustrées. On y distingue le corps du défunt allongé sur un lit funéraire, encadré par les déesses Isis et Nephthys, ainsi que par les 4 fils du dieu Horus. À ses pieds figurent en outre 2 représentations d'Anubis. Il convient de noter que la momie de Bachiri n'est pas la seule à avoir conservé son intégrité. C'est également le cas d'Isetem-Kebde. L'archéologue français Gaston Maspero, soucieux de préserver son repos, avait en effet choisi de ne pas ouvrir sa momie, tant son état de conservation était remarquable. Il avait toutefois précisé que la tombe avait été jadis mise à sac. Les radiographies ont permis d'approfondir notre connaissance de cette momie. Les images ont révélé la présence de plusieurs objets enfouis avec elle, notamment des amulettes autour de son cou, de son bras droit et de son front. Il s'agissait de l'épouse d'un grand prêtre. Ces radios ont également mis en évidence des problèmes dentaires et une arthrite touchant ses genoux. Si l'on sait qu'elle est morte à un âge avancé, il reste difficile d'en déterminer la précision. Mais divers documents datant du règne de son fils attestent de la haute estime dans laquelle elle était tenue au sein du royaume. Isetem-Kebde n'était autre que la sœur épouse de Pinedjem II. Vous avez bien saisi? Ils étaient à la fois conjoints et liés par le sang. Une telle union, aussi choquante puisse-t-elle paraître aujourd'hui, visait à préserver la pureté du sang royal. Un raisonnement comparable à celui des Habsbourg, dont la quête obsessionnelle de pureté aboutit à la consanguinité et à la tristement célèbre mâchoire des Habsbourg. Il ne nous appartient pas de juger les normes ou les pratiques de l'Égypte antique, mais ce que l'on peut affirmer sans réserve, c'est que tant Bachiri qu'Isetem-Kebde ont eu la chance exceptionnelle de demeurer intacts. Toutankhamon, pour sa part, n'échappa pas à l'acharnement méthodique des chercheurs, au prix de nombreuses dégradations. Bien que la sépulture de Toutankhamon ait été mise au jour dès 1922, il fallut attendre l'année 1925 pour que les cercueils emboîtés soient ouverts lors d'une campagne de fouilles. Le premier, maintenu fermé à l'aide d'épingles en argent, dissimulait un second cercueil, anthropomorphe, décoré de vers colorés et de guirlandes florales. Des inquiétudes entouraient dans la momie royale, car elle avait été exposée à l'humidité. Le cercueil intermédiaire, dépourvu de poignée et particulièrement lourd, exigeait une extrême prudence lors de sa manipulation. Le 28 octobre 1925, en ouvrant le cercueil intérieur, en or massif et enveloppé d'un tissu rouge, les chercheurs découvrirent enfin la momie du souverain. La momie de Toutankhamon, longue d'environ 185 cm, épousait presque parfaitement les dimensions du cercueil intérieur, qui en mesurait 188. Vous l'aurez deviné, cette marge minime posait un réel problème. Extraire un corps aussi ancien, fragile et desséché d'un espace aussi restreint relevait d'un véritable défi, tant les risques d'endommagement étaient grands et la maniabilité quasi nulle. L'aspect de la momie soulevait des soupçons, elle était d'un noir de jais. Howard Carter, responsable des fouilles, estima qu'environ 2 seaux d'huile avaient été versés sur le corps. Toutefois, on avait soigneusement évité d'en asperger le masque et les pieds, probablement dans l'intention d'assurer une meilleure conservation. Le corps reposait dans le cercueil avec une légère inclinaison, et la différence de concentration d'huile entre les 2 côtés laissait penser que le cercueil avait peut-être basculé lors de sa mise en place dans le sarcophage. Ce liquide, en réagissant avec le temps, généra de l'humidité puis des réactions chimiques internes.
Carter qualifia ce phénomène de combustion spontanée lente, qui entraîna la carbonisation progressive des bandelettes de lin. Hélas, la chaleur et l'humidité combinées n'épargnèrent pas les ornements funéraires. Le sceptre et le fléau se désintégrèrent, le scarabée en résine se fissura, et les fils retenant les mains ainsi que les bandelettes commencèrent à se désagréger, rendant l'ensemble du dispositif extrêmement fragile et instable. Avec le temps, les huiles s'étaient solidifiées, agissant comme une colle entre la momie, son masque et le fond du sarcophage. Pour tenter de les séparer, les archéologues exposèrent les cercueils au soleil durant plusieurs heures, atteignant une température de 65 degrés. Malgré cette tentative, la momie resta figée, et l'examen dut être réalisé sur place, sans pouvoir la déplacer. L'examen de la momie commença par les jambes et les pieds, les chercheurs ayant choisi de procéder de bas en haut. En déroulant avec précaution les premières bandelettes, ils mirent au jour le premier d'une série de trésors enveloppés aux côtés du souverain. Chaque découverte fut méthodiquement photographiée et dûment répertoriée, dans le respect des exigences de la documentation archéologique. Les couches internes des bandelettes étaient en mauvais état, largement réduites en poussière, ce qui compliquait la compréhension de leur agencement initial. Néanmoins, les méthodes employées restaient conformes à celles observées dans d'autres momies nobles de l'époque, avec de nombreux coussinets en lin plié servant à modeler le torse et les cuisses. Les bandelettes extérieures et intérieures étaient confectionnées en lin fin, tandis que les couches médianes étaient plus grossières. Un bandage complexe entourait les épaules, la poitrine et la région de l'aine. Chaque membre, ainsi que les doigts et les orteils, recouverts de capuchons d'or, étaient enveloppés séparément. De plus, Toutankhamon portait des sandales en feuilles d'or aux pieds. Les chercheurs espéraient pouvoir séparer la momie du cercueil en retirant simplement les bandelettes extérieures, mais la résine avait solidement collé le corps au bois. Ils durent donc procéder à un dégagement mécanique, sectionnant le torse au niveau des hanches et désarticulant les bras pour continuer le démaillotage. Pour stabiliser les différentes parties, chaque segment fut traité à la cire de paraffine chaude, puis les mains et les pieds furent réassemblés à l'aide de résine. La tête, collée au masque funéraire, fut détachée avec des couteaux chauffés. Afin d'examiner la dentition, une incision fut pratiquée autour de la mâchoire et du cou, réparée ensuite à la résine. Techniquement, les scientifiques firent tout ce qui était en leur pouvoir pour préserver la momie. Pourtant, malgré leurs efforts, elle subit des dommages irréversibles. Et vous, qu'en pensez-vous? Auraient-ils dû la laisser dans son sarcophage, ou ont-ils agi à bon escient? Partagez votre avis dans les commentaires. Les scientifiques ont enfin élucidé le mystère du monstre du Loch Ness. Prêt pour un scoop, il ne s'agit pas d'un véritable monstre. Peut-être un dinosaure ayant traversé les âges, ou simplement un amas de débris flottant sur l'eau. Grâce aux nombreuses découvertes au sujet de cet être énigmatique, nous disposons d'éléments probants pour vous raconter une toute autre histoire. En 1933, George Spicer et son épouse circulaient en voiture le long des rives du Loch Ness, lorsqu'ils ont aperçu une silhouette imposante, dotée d'un long cou, traversant la route. L'apparition évoquait une créature, tout droit sortie de la préhistoire, une bête à l'allure reptilienne, différente de tout ce qu'ils avaient pu voir jusqu'alors. Cet événement marqua le début de la propagation fulgurante des théories sur l'existence du monstre du Loch Ness. L'une des observations les plus célèbres du monstre du Loch Ness eut lieu un an plus tard, en 1934, lorsqu'un homme saisit un cliché devenu emblématique de Nessie, le surnom qui lui fut attribué, un monstre femelle. Quoi qu'il en soit, cette photo, baptisée Surgeon's Photograph, montrait une silhouette au cou élancé émergeant de l'eau. Pendant des décennies, elle servit de preuve à ceux qui croyaient dur comme fer à la réalité du monstre. Mais bien des années plus tard, la supercherie fut dévoilée. L'un des protagonistes impliqués dans la prise du cliché avoua qu'il s'agissait d'un canular soigneusement orchestré. L'image avait été mise en scène et, lors de sa publication, sévèrement recadrée. Cette manipulation donnait l'illusion que la créature était bien plus imposante qu'en réalité, alimentant ainsi les spéculations quant à l'existence du monstre. Dans les années 60, une des premières grandes études scientifiques consacrées au mystère du Loch Ness fut menée. Une équipe de chercheurs, armés d'un sonar, explora méthodiquement les profondeurs du lac, consacrant de longues heures à la quête de preuves attestant la présence d'une créature de grande taille. Ce qu'ils ont découvert s'est révélé déroutant. Plusieurs objets en mouvement ont été détectés dans les profondeurs du lac, sans qu'aucune explication claire ne puisse être avancée quant à leur nature. Bien que l'équipe n'ait pu obtenir de preuves irréfutables,
Cette découverte a renforcé l'idée qu'une créature imposante résidait peut-être dans les eaux du Loch Ness. Par la suite, les recherches sur le mystère du monstre du Loch Ness n'ont cessé de ressurgir. En 1972, grâce à la photographie sous-marine, des chercheurs sont parvenus à capturer des images troublantes, ravivant brièvement l'espoir du public. Pourtant, en dépit de l'engouement suscité, ces premières études se sont révélées loin d'être concluantes. Bien sûr, tout le monde n'a pas adhéré aux théories fantaisistes entourant le monstre du Loch Ness. Un professeur de zoologie de l'université d'Oxford a ainsi affirmé que l'existence de cette créature relevait de l'impossibilité biologique. Tiens, mon pédiatre disait la même chose de moi. Quoi qu'il en soit, il souligne qu'aucun reste squelettique n'a jamais été découvert dans la région. De surcroît, aucun pêcheur n'a jamais capturé dans ses filets un animal pouvant correspondre à la description du monstre. À ses yeux, tout cela démontre que la légende ne repose sur rien de tangible. Quant aux célèbres photographies censées prouver l'existence du monstre, leur explication est, selon lui, des plus prosaïques. Il avance que ces clichés ne montrent rien d'autre que des débris flottants ou des oiseaux, tels que les cormorans, dont le long cou et la position basse sur l'eau peuvent aisément prêter à confusion. Face aux objections, il invoque les biais psychologiques humains et souligne notre tendance à surestimer la taille des objets, en particulier lorsqu'on ne les aperçoit qu'un bref instant. Ce phénomène s'amplifie encore lorsque l'observateur est animé par le désir de voir ce qu'il espère. Un grand nombre de ces prétendus clichés montrent un animal doté d'un long cou et d'une petite tête, ce qui a amené certains à penser qu'ils étaient en présence d'un plésiosaure, un reptile marin géant ayant vécu il y a 215 millions d'années, avant de disparaître en même temps que les dinosaures. L'hypothèse selon laquelle un plésiosaure aurait survécu jusqu'à aujourd'hui circule depuis les premières observations du monstre. Pourtant, ce chercheur rejette catégoriquement cette idée. Il rappelle qu'aucun fossile de plésiosaure postérieur à 66 millions d'années n'a été découvert dans la région. En somme, l'existence d'une créature préhistorique tapie dans les eaux du Loch Ness ne repose sur aucun fondement scientifique. Une autre théorie, cette fois-ci défendue par un naturaliste britannique ayant consacré plus de 50 ans à l'étude du phénomène, adopte une approche moins spectaculaire. D'après lui, la plupart des témoignages rapportant la présence d'une créature au long cou ne seraient que de simples erreurs d'identification d'animaux bien plus ordinaires. Il suggère que les témoins pensent voir un serpent de mer. Des récits mentionnant l'apparition du monstre du Loch Ness existent depuis le VIe siècle, bien avant l'invention du whisky écossais et de bien d'autres explications. Les premiers récits décrivent de grandes créatures dotées de corps allongés, rappelant ceux des serpents et arborant plusieurs bosses. Certains affirment même qu'elles atteignaient à la taille d'un bateau, tandis que d'autres jurent avoir aperçu une silhouette nager dans les eaux. Bon nombre de ces observations de serpents de mer pourraient en réalité être des malentendus ou des exagérations liées à la faune commune du loch, comme de gros poissons ou même des oiseaux. Il pourrait s'agir de grandes anguilles, une espèce bien connue pour peupler les eaux du Loch Ness. En mouvement, ces créatures allongées et sinueuses pourraient aisément donner l'illusion d'une silhouette ondulante. Observées de loin, en particulier dans des conditions de faible luminosité ou par temps brumeux, elles ont pu être confondues avec quelque chose de bien plus énigmatique. La troisième théorie avance tout autre chose. Nessie ne serait rien de plus qu'une série de vagues stationnaires. Ces phénomènes apparaissent lorsque les sillages de deux bateaux se croisent, formant une proéminence à la surface de l'eau qui, vue de loin, pourrait évoquer la créature. Les passionnés du Loch Ness ont même démontré ce phénomène grâce à des images filmées à Fort Augustus, là où une rivière se jette dans le lac. Ces passionnés avaient d'ailleurs de grands projets. Ils comptaient utiliser des drones équipés de caméras infrarouges et de microphones sous-marins pour explorer les profondeurs du loch. Avec ses 37 km de long et plus de 200 mètres de profondeur, le Loch Ness est proprement immense. Ils étaient pas persuadés que ces technologies mettraient un terme au débat. Pourtant, malgré tous leurs efforts, Nessie demeure introuvable. Mais le monstre du Loch Ness n'est pas la seule créature à défier les explications scientifiques. De nombreux témoignages rapportent l'existence de Yétis et de Sasquatches, sans qu'aucune preuve tangible ne vienne les confirmer. Certains ont même réalisé des films dans l'espoir de percer leur mystère. Toutefois, selon les recherches les plus récentes, il est peu probable que des preuves tangibles de leur existence soient jamais découvertes. La science affirme pouvoir expliquer ces observations de Sasquatch. Et voici comment. Les biologistes spécialisés dans l'étude de la faune sauvage utilisent depuis longtemps des pièges photographiques installés dans des zones reculées afin de capturer des images d'animaux furtifs.
Ces caméras détectent les mouvements et prennent des clichés, offrant ainsi de précieuses données sur la biodiversité des écosystèmes. À mesure que les pièges photographiques accumulent des clichés, la diversité des espèces recensées s'élargit. Toutefois, au bout d'un certain temps, ce chiffre atteint un plafond, indiquant qu'aucune nouvelle espèce n'est détectée. Bien qu'il soit impossible d'en avoir une certitude absolue, les chercheurs estiment qu'après un déploiement massif de caméras, la probabilité de découvrir de nouvelles espèces, en particulier de grande taille comme le Bigfoot ou le Yeti, devient extrêmement faible. Des études basées sur ces pièges photographiques ont été conduites durant des années dans les régions où ces créatures sont supposées vivre, mais aucune preuve tangible n'a jamais été trouvée. À la place, les seules traces du Bigfoot ou du Yeti proviennent de photographies floues ou de vidéos tremblantes, saisies par des témoins affirmant les avoir aperçues. Par ailleurs, nos connaissances en biologie rendent l'existence du Bigfoot hautement improbable. Souvent décrit comme un grand singe, il aurait dû évoluer en Amérique du Nord. Or, les grands singes sont apparus en Afrique, et le seul à avoir atteint les Amériques est l'Homo sapiens, dont les ancêtres ont traversé le détroit de Bering il y a seulement 16 000 ans. Un laps de temps bien trop bref pour permettre l'émergence d'une nouvelle espèce comme Bigfoot. Aussi décevant que cela puisse être pour les passionnés de cryptozoologie, les preuves scientifiques convergent vers une conclusion sans appel. Des êtres tels que Bigfoot ou le Yeti relèvent bien plus du mythe que de la réalité. Après des décennies de recherches approfondies, on peut désormais affirmer sans réserve que la science a percé le mystère du monstre du Loch Ness. Il appartient au domaine de la fiction. Et vous, qu'en pensez-vous ? Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante qui pourrait résoudre le mystère de Stonehenge. Ils ont trouvé un élément caché au plus profond de l'ADN des pierres de Sarsen, les énormes monolithes présents sur le site. Cette découverte pourrait révéler pourquoi nos ancêtres du néolithique ont conçu et construit cette structure. Depuis des années, les scientifiques se creusent la tête pour savoir d'où viennent les énormes pierres de Sarsen. Pendant longtemps, ils ont cru qu'elles provenaient d'une carrière située à 25 km du site, connue sous le nom de Marlborough Downs. Sur ce site, ils ont trouvé des minéraux similaires à ceux qui composent les pierres de Sarsen. Mais en réalité, les choses sont plus complexes qu'on ne le pensait. Notre compréhension de la construction de Stonehenge est en constante évolution. Les scientifiques doivent littéralement remonter le temps pour percer ces mystères. D'où viennent les pierres? Comment ont-elles été transportées? Pourquoi le site a-t-il été construit? Le site de Stonehenge, situé dans la plaine de Salisbury en Angleterre, est constitué de deux grands types de pierres. Il y a les pierres de Sarsen, très lourdes, et les pierres bleues, plus petites et plus légères. Les pierres de Sarsen pèsent chacune environ 25 tonnes. Cela équivaut à 3 éléphants d'Afrique. La pierre de Sarsen la plus lourde, appelée Hillstone, pèse à elle seule 30 tonnes. Ensemble, les pierres de Sarsen forment le cercle extérieur de la structure. À l'intérieur de ce cercle, vous trouverez les pierres bleues. Leur nom est peut-être un peu trompeur, car elles ne sont pas vraiment bleues. Elles ont une teinte bleutée lorsqu'elles viennent d'être cassées, d'où leur nom. Ces petites pierres proviennent probablement des collines de Presley, dans le sud-ouest du pays de Galles, à environ 240 km de Stonehenge. Elles sont un peu plus légères que les pierres de Sarsen, mais restent assez lourdes. La pierre de l'autel, classée parmi les pierres bleues, est la plus lourde d'entre elles, avec un poids d'environ 6 tonnes. Son emplacement d'origine n'est pas encore connu. Pour déterminer l'origine d'une pierre, les scientifiques doivent d'abord étudier sa composition. Pour cela, ils vérifient l'ADN de la roche. Ensuite, ils recoupent la structure de la pierre avec les minéraux présents dans le sol pour voir s'il y a concordance. La plupart des pierres de Sarsen que nous voyons dans le sud de l'Angleterre sont en fait constituées d'un type de grès connu sous le nom de silcrète. Il s'agit d'un sable durci par les eaux souterraines pendant des millions d'années. Ce processus s'est principalement produit au cours d'une période appelée le Paléogène, il y a quelques 65 à 23 millions d'années. Ces pierres de Sarsen ne se sont pas formées en une seule grande plaque, mais par parcelles, comme si la nature avait créé de petits jardins de pierres un peu partout. Les scientifiques expliquent que les pierres de Sarsen se sont répandues de manière aléatoire, souvent dans des zones isolées. Au fil du temps, nombre d'entre elles ont été enfouies sous des couches d'argile et de craie, ce qui a contribué à leur préservation. Lorsque les bâtisseurs de l'Antiquité se sont mis en quête de matériaux, ces pierres leur ont probablement semblé parfaites pour la construction d'une structure aussi impressionnante que Stonehenge.
En fait, on a utilisé des pierres de sarcène dans toutes sortes d'ouvrages, des villas romaines aux églises médiévales en passant par les bordures de routes et les murs de culture. On pourrait dire que ces pierres étaient le matériau de prédilection des bâtisseurs de l'Antiquité et qu'elles ont continué à être populaires même à l'époque moderne. Ce fait a amené les scientifiques à se demander si toutes les pierres de sarcène, utilisées pour construire Stonehenge, ne provenaient pas du même endroit. Ils ont identifié des sites dans tout le Royaume-Uni, dans des régions telles que l'Oxfordshire et le Kent. Après des centaines d'années d'études, les géologues disposent enfin du type de technologie appropriée pour déterminer l'origine des pierres. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il s'agit d'un lieu tenu secret, très éloigné du site. Mais il s'est avéré que les pierres de sarcène proviennent en réalité de West Woods, une forêt située tout près de Stonehenge. Un nouveau facteur est entré en jeu lorsque des fouilles ont mis au jour des trous de pierre, indiquant qu'au moins 6 piliers de pierre bleue avaient été retirés dans les collines de Preseli, sur le site de Waunmain, au cours de la préhistoire. Il y avait là un cercle de pierre, et l'on pense que certaines des roches de Stonehenge ont été récupérées dans ce cercle plus ancien. Si cela est vrai, il se pourrait que Stonehenge fasse partie d'un ensemble beaucoup plus vaste de sites anciens. Si c'est bien le cas, Stonehenge ne serait que la cerise sur le gâteau d'un projet de plus grande envergure. Un peu comme la pièce maîtresse d'un paysage de monuments, de monticules, de cercles de pierre et d'autres choses très impressionnantes. C'est la raison pour laquelle les scientifiques veulent absolument savoir d'où viennent les pierres. Cela pourrait permettre de comprendre pourquoi et comment Stonehenge a été construit. Stonehenge n'est pas apparu du jour au lendemain. Il a été construit en plusieurs étapes sur des centaines d'années. Il ne s'agissait probablement pas de l'œuvre d'une seule personne, mais d'un grand projet communautaire qui a évolué au fil du temps. Chaque génération de bâtisseurs a apporté ses propres idées, créant une structure qui allait durer des siècles. La première étape remonte à environ 3100 ans avant notre ère. Un fossé circulaire a été creusé et quelques pierres bleues ont été installées, formant une sorte d'anneau de départ. Plus tard, ils ont ajouté les pierres de sarcène et ont même surmonté certaines d'entre elles de pierres horizontales afin de former ces fameuses arches que vous voyez aujourd'hui. Ce qu'on appelle les trilithes. Ces bâtisseurs de l'Antiquité avaient bien des défis à relever. Comment déplaçaient-ils les pierres? Une vieille théorie, connue sous le nom de route de glace, suggère que les pierres ont été déplacées sur des chemins naturels et glacés au cours de plusieurs hivers. Ils auraient ainsi simplement fait glisser les pierres jusqu'à Stonehenge. Mais nous parlons là d'une distance de plus de 160 km, c'est donc assez invraisemblable. Quoi qu'il en soit, cette théorie a été démentie, parce qu'il faisait plus chaud à l'époque qu'aujourd'hui. Il y a aussi la théorie de la rivière. Les pierres auraient été transportées par voie d'eau depuis leur lieu d'extraction jusqu'au site. Mais les pierres de sarcène sont beaucoup trop lourdes pour cela. Cette théorie a donc également été abandonnée. En clair, personne ne sait comment les pierres ont été déplacées. Les recherches menées à Stonehenge ont dévoilé un autre élément scientifique intéressant. Un récent examen au laser des pierres a révélé les différentes méthodes de travail utilisées et montré que certaines parties du monument étaient plus soigneusement ouvragées que d'autres. En particulier, le côté nord-est et les faces internes des trilithes centraux ont été minutieusement taillés. Pour information, un trilithe est une structure composée de 3 pierres. 2 énormes monolithes sont surmontés d'un troisième qui les relie entre eux. En grec, ce mot signifie simplement « qui a 3 pierres ». Quoi qu'il en soit, la grande question, et la raison pour laquelle Stonehenge est si célèbre, est de savoir pourquoi il a été construit en premier lieu. Les théories vont bon train, et certaines semblent tout droit sorties d'une série de science-fiction. Voici un bref aperçu des idées les plus populaires. Il y a bien sûr la théorie du calendrier solaire. Elle suppose que les pierres sont alignées sur les mouvements du soleil, en particulier lors des solstices d'été et d'hiver. Lors du solstice d'été, le soleil se lève à gauche de la Hillstone, la seule pierre à l'extérieur du cercle principal, éclairant ainsi l'ensemble du monument. Certains disent qu'il s'agit là d'une espèce de calendrier antique permettant de marquer les jours les plus longs et les plus courts de l'année. Certains archéologues pensent que Stonehenge pourrait avoir été un ancien site de guérison. Des morceaux de pierre bleue portent des traces de burin, probablement faites par des gens qui croyaient qu'elles pouvaient guérir des maladies. Selon une théorie, les gens venaient à Stonehenge de tous les coins du pays dans l'espoir d'y trouver un remède à leurs maux. Certains pensent que Stonehenge était un lieu très populaire, un endroit où les gens se rassemblaient.
Certaines preuves suggèrent que des communautés très éloignées les unes des autres se retrouvaient à Stonehenge pour des célébrations, des festins et des cérémonies. Un examen des ossements trouvés à proximité montre que les gens parcouraient parfois des centaines de kilomètres pour se rassembler sur ce site. Il y a un navire qui dérive quelque part dans l'océan sans équipage. La dernière fois que quelqu'un l'a vu, c'était il y a plus de 50 ans. Son histoire rappelle celle du Hollandais volant, un navire condamné à naviguer éternellement et à apporter le désastre à quiconque le voit en mer. Du moins, selon la légende. Contrairement au Hollandais volant, le SS Beijimo était définitivement réel et construit pour une entreprise allemande à Hambourg et a commencé comme un navire de fret ordinaire. Il échangeait des fournitures entre Hambourg et la Suède dans la mer Baltique à partir de 1914. Il possédait un moteur à vapeur puissant et une coque en acier. Quelques années plus tard, il devint propriété britannique. Puis, dans les années 20, une entreprise canadienne l'a acheté pour environ 18 000 $, une somme énorme à l'époque. Le nouveau propriétaire, la compagnie de la baie d'Hudson, utilisait activement le navire pendant plusieurs années. Il l'envoyait souvent en voyage depuis son port d'attache en Écosse vers la Sibérie, l'Alaska, le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Il traversait également le canal de Panama et même le canal de Suez, avec à bord des pots de fourrure destinés à la vente. Parfois, il transportait également des passagers. Il avait réalisé 9 voyages réussis avant que cette série de chances ne prenne fin. À partir des années 30, le SS Beijimo rencontrerait des problèmes de glace et de tempête. Lorsqu'il s'est retrouvé pris dans la glace pour la première fois en octobre 1931, une partie de l'équipage a réussi à s'échapper vers l'Alaska. 15 des 22 marins ont décidé de rester avec leur navire et d'essayer de le sauver. Ils avaient à bord des fourrures et autres cargaisons précieuses, d'une valeur d'environ 58 000 $. La compagnie leur a envoyé des fournitures pour survivre à l'hiver. Ils ont établi un camp près du navire à l'aide de trappes, de bâches et d'autres matériaux, et ont déchargé la cargaison. Fin novembre, un blizzard a balayé la région, et il semblait qu'il avait emporté le navire avec lui. La plateforme de glace avait survécu, mais le navire s'était détaché. Certains membres de l'équipage étaient sûrs qu'il avait coulé. Mais peu après, ils ont reçu des nouvelles d'un local qui avait repéré leur navire à environ 72 km de leur camp. L'équipage a continué sa vie, et le navire a commencé son périple en tant que bateau fugitif. Les gens apercevaient le SS Beijimo environ une fois par an, et ce jusqu'en 1969. Il était principalement repéré au large des côtes de l'Alaska. Un homme se rendant à Nome avec son traîneau à chien, des prospecteurs, des explorateurs et des chasseurs de trésors prétendaient tous avoir vu le SS Beijimo. Quelqu'un a tenté de monter à bord et de l'emmener au port, mais s'est retrouvé bloqué dessus pendant des jours en raison d'un temps épouvantable. D'autres ont eu plus de chance et ont réussi à prendre un canot de sauvetage, certains meubles et d'autres objets de valeur du navire. Ceux qui se sont approchés du navire ont vu qu'il était endommagé et qu'il manquait l'hélice. Pourtant, il est resté à flot sans équipage pendant au moins 38 ans et est devenu le navire fantôme le plus longtemps en mer de l'histoire. En 2006, les autorités de l'Alaska ont lancé un projet pour résoudre le mystère de ce navire fantôme de l'Arctique et enfin trouver le SS Beijimo, que ce soit encore à la surface ou sous l'eau. Jusqu'à présent, le projet n'a pas réussi. Le SS Beijimo reste l'un des 4000 navires estimés à avoir disparu au large des côtes de l'Alaska. Si la légende du XVIIe siècle ne ment pas, ce navire fantôme pourrait naviguer quelque part le long du Flying Dutchman. Il appartenait à la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Son capitaine a réussi l'impossible pour l'époque et a navigué de la Hollande à l'Indonésie en seulement 3 mois. On disait qu'il volait sur la mer et certaines mauvaises langues expliquaient qu'il avait fait un pacte avec les forces du mal pour y parvenir. Une fois que le navire était en route pour rentrer chez lui, son capitaine et son équipage ont disparu sans laisser de traces. Il existe de nombreuses versions de ce qui lui est arrivé. L'une des premières dit qu'il avait essayé d'entrer dans le port au cap de Bonne-Espérance, a été pris dans une terrible tempête et a coulé, car il n'y avait pas de capitaine pour le sauver. Une autre légende raconte que le capitaine avait refusé d'obéir aux cieux pour laisser le navire couler pendant la tempête. Une forme de lumière effrayante a alors frappé le bateau et l'équipage, et il a été ensuite condamné à errer éternellement sans repos. De nombreux marins prétendaient avoir aperçu le Hollandais volant. Le duc d'York, qui devait devenir roi d'Angleterre, mentionna l'avoir vu dans les eaux australiennes. Juste après avoir repéré le navire,
L'homme qui l'avait vu en premier tomba du haut du mât et ne survécut pas. Il y eut d'autres rencontres avec ce navire légendaire jusqu'au milieu du XXe siècle. Les navires faisaient presque collision avec lui alors que le Hollandais volant surgissait de nulle part. Les scientifiques ont une explication plus logique pour ce mystère. La Fata Morgana. À ne pas confondre avec Hakuna Matata. Lorsque vous êtes en mer par une chaude journée et que l'air semble onduler, cela ressemble à ce que l'on voit sur la route lors d'une journée d'été brûlante. Cela est dû à ce que l'on appelle la réfraction atmosphérique. Lorsque la lumière traverse différentes couches d'air ayant différentes températures et densités, elle se courbe et se tord. Parfois, sous certaines conditions, cette courbure de la lumière peut créer des illusions optiques vraiment étranges au-dessus de l'océan, comme des apparitions du Hollandais volant. Le phénomène de Fata Morgana peut faire apparaître des objets distants de manière déformée, étirée, ou même soulevée au-dessus de l'horizon. Ainsi, vous pouvez voir un navire au loin, mais en raison de la manière dont la lumière se courbe, il semblera qu'il flotte au-dessus de l'eau ou même qu'il disparaisse et réapparaisse. Une Fata Morgana est le plus souvent observée dans les régions polaires, particulièrement au-dessus de grandes étendues de glace qui présentent une température uniformément basse. Cependant, vous pouvez la voir n'importe où, même dans les déserts et au-dessus des lacs lors des journées chaudes. Les premières histoires concernant les navires fantômes remontent à la mythologie grecque et romaine ancienne. L'un des navires fantômes les plus célèbres de l'histoire est le Mary Celeste. Cette brigantine voyageait de New York à Gênes et était entièrement chargée de provisions, mais elle était dépourvue d'équipage lorsqu'elle a été découverte dans l'océan Atlantique en 1872. Les effets personnels de l'équipage étaient également présents, parfaitement intacts. La dernière inscription dans son journal de bord avait été faite 10 jours plus tôt. Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à son équipage, et le navire a inspiré de nombreuses histoires effrayantes et légendes. Le Lady Lovibond était une autre goélette légendaire qui est censée avoir fait naufrage au large des côtes du Kent au milieu du XVIIIe siècle. L'histoire raconte que le capitaine du navire, Simon Reed, venait de se marier et avait emmené sa jeune épouse à bord pour une croisière de célébration, malgré la superstition selon laquelle cela pourrait porter malheur. Ils étaient en route pour le Portugal lorsque le second, qui était également amoureux de la nouvelle épouse du capitaine, rendu fou par la jalousie, attaqua un autre membre de l'équipage, puis prit le contrôle du gouvernail et dirigea directement le navire vers les redoutables banques de Goodwin. Personne à bord n'a survécu, et on dit que la goélette réapparaît comme un navire fantôme tous les 50 ans. À l'époque actuelle, de nombreux navires sont abandonnés et deviennent intentionnellement des vaisseaux fantômes. Il y en a des milliers qui flottent dans les rivières, lacs, canaux et eaux côtières des États-Unis. Certaines personnes perdent leur bateau lors de tempêtes et autres conditions météorologiques extrêmes. D'autres doivent abandonner leur bateau car leur entretien peut coûter jusqu'à 10% du prix du bateau. De plus, l'amarrage d'un navire peut coûter plusieurs milliers de dollars chaque année. De nombreux bateaux sont fabriqués en fibre de verre, donc leur propriétaire ne peut pas simplement les recycler comme des métaux usagés. Alors, quand ils veulent de s'en débarrasser, ils ont souvent tendance à les attacher à un quai et à s'enfuir discrètement, à les laisser flotter loin du rivage, ou à essayer de les couler. Lorsque ces navires fantômes coulent dans des eaux peu profondes, ils peuvent endommager les récifs coralliens, les mangroves, les marais, les habitats ostréicoles et les zones humides. De plus, ils peuvent entrer en collision avec des navires réguliers qui ne s'y attendent pas et causer de sérieux problèmes. Donc, ne faites pas cela. C'est dit. Que fait un bateau au beau milieu du désert? On s'attendrait plutôt à retrouver un navire près des côtes. Cette question a préoccupé les archéologues pendant des décennies. En 1988, une tempête s'est abattue près de l'un des sites archéologiques majeurs de l'Égypte ancienne. Une structure en bois est alors apparue, dégagée des sables. Elle avait été rongée par les termites, mais les scientifiques étaient résolus à percer son mystère. En l'an 2000, les fouilles ont débuté à proximité d'Abydos, et une équipe d'experts américains a rapidement découvert un bateau de 21 mètres de long. Cependant, cette découverte n'était pas isolée, puisqu'ils ont mis au jour 14 autres embarcations, soigneusement alignées les unes à côté des autres. L'état de ces navires a rendu leur extraction complète impossible, mais, heureusement, le bois était suffisamment bien préservé pour y prélever un échantillon. Les analyses ont révélé que ces bateaux dataient d'environ 5000 ans, faisant ainsi de cette flotte la plus ancienne de l'histoire humaine connue à ce jour. La période de leur construction remonte à 5 siècles, avant l'édification des pyramides de Gizeh. Chaque navire était abrité dans une chambre voûtée, parfaitement adaptée à ses dimensions.
Cette pièce mesurait environ un tiers de la taille d'un court de tennis et était entourée de murs en briques de boue, ornés de plus de 120 représentations de bateaux. Ces dessins avaient été incisés sur des murs blanchis à la chaux, remarquablement préservés au fil du temps. Les scientifiques sont au fait de l'existence de ces chambres mystérieuses depuis plus d'un siècle, période durant laquelle un archéologue britannique, Arthur Weigall, a découvert une structure intrigante à l'ouest du Nil. Son équipe a eu un aperçu des murs intérieurs, mais une partie du toit s'est malheureusement effondrée, les contraignant à interrompre leur exploration. Bien que les chercheurs aient abandonné le site, son emplacement a continué d'être inscrit sur les cartes. La position des bateaux a d'abord amené les scientifiques à penser qu'ils se trouvaient sur une rive du Nil. Cependant, cette théorie présentait une faille. Actuellement, le fleuve s'écoule à près de 11 km à l'ouest d'Abydos. Des recherches supplémentaires sur le terrain environnant ont révélé que le Nil n'avait pas changé de cours au fil de l'histoire. De plus, si les bateaux avaient flotté près d'un quai, leur position aurait été instable. Or, les 14 embarcations découvertes à Abydos étaient parfaitement alignées les unes par rapport aux autres. Une seule conclusion pouvait être tirée de cette situation. Quelqu'un les avait délibérément disposées ainsi, ce qui impliquait un effort considérable. Chaque bateau pouvait accueillir jusqu'à 30 rameurs, prouvant ainsi qu'ils étaient adaptés à la navigation. Il ne s'agissait pas de simples maquettes, mais les chercheurs doivent encore déterminer s'ils ont effectivement navigué sur des étendues d'eau de l'Égypte ancienne. Cela n'enlève rien à l'importance de cette découverte. Auparavant, les archéologues n'avaient mis au jour que des modèles réduits. Dans le tombeau de Toutankhamon, par exemple, on dénombre 35 maquettes de bateaux. Et pendant une longue période, ces figurines constituaient les seules indications sur l'apparence des navires de l'Égypte ancienne. La conception de ces bateaux atteste de leur authenticité. Ils constituent les plus anciens exemples connus de ce que l'on appelle des bateaux construits. Dans l'Antiquité, les gens réalisèrent des embarcations primitives en creusant de grands troncs d'arbres, tandis que l'alternative consistait à assembler des roseaux pour former un radeau. Mais les bateaux découverts à Abydos étaient composés de planches attachées ensemble. Cette découverte a marqué une avancée significative dans le domaine de la construction navale. À leur époque, ces bateaux devaient être impressionnants, car le bois représentait une ressource précieuse. Dans le désert, il n'y avait pas de bois, et le cèdre devait être importé du Liban. Seul le pharaon pouvait se permettre un tel luxe. L'étude de la zone entourant l'ancienne flotte a également apporté des éclaircissements supplémentaires. Les scientifiques ont découvert une structure en briques de boue dédiée au culte du pharaon, et sa date de construction approximative coïncide avec celle des bateaux en bois. Les mêmes briques utilisées pour édifier ce bâtiment ont également servi à enfermer la flotte. Lors de leur construction, les salles qui les abritaient étaient dotées d'un plafond, une section que les archéologues ont mise au jour au début du XXe siècle. Tout comme les momies dans leurs sarcophages, ces magnifiques navires reposaient à l'intérieur de voûtes splendides. L'extérieur de ces salles était tout aussi impressionnant. À l'origine, les murs extérieurs étaient revêtus d'un enduit en calcaire blanc qui avait la capacité de réfléchir la lumière. Sous les rayons du soleil désertique, la structure abritant les bateaux devait resplendir à des kilomètres à la ronde. Les bâtisseurs égyptiens anciens ont employé la même méthode pour recouvrir les pyramides 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, leur surface apparaît en dents de scie, mais cela n'a pas toujours été le cas. Lors de leur construction, les pyramides présentaient une fine couche supérieure de calcaire blanc, dont la surface lisse scintillait sous la lumière du soleil. Plutôt que d'avoir des marches, la couche extérieure des pyramides se présentait davantage comme une pente élégante. Les archéologues sont aussi se poser une ultime question. À quel pharaon appartenait cette flotte? La réponse se trouvait à moins de 2 km du site, à l'emplacement du tombeau d'un pharaon de la 5e dynastie, le roi Sésostris III. La période et le style de construction de ce dernier coïncidaient avec ceux des chambres contenant les bateaux. La fin de son règne pourrait expliquer comment ces embarcations ont fini en plein désert. Il est probable que le pharaon soit mort dans le nord de l'Égypte, puis que son corps ait été transporté le long du Nil jusqu'à Abydos, dans une majestueuse procession de bateaux décorés. Les vaisseaux furent ensuite descendus dans des chambres situées près du lieu de dernier repos de leurs propriétaires, ce qui revêtait une signification symbolique. Dans la croyance des anciens Égyptiens, les navires occupaient une place centrale. Leur divinité suprême, le dieu Ré, parcourait le ciel durant la journée sous la forme du soleil, tandis que la nuit, il naviguait à travers le monde souterrain dans une barque solaire. Le pharaon s'identifiait à Ré, ce qui expliquait son besoin d'embarcation dans l'au-delà. Elle représentait le seul moyen de se régénérer, tout comme le soleil se lève chaque jour à l'horizon. Cette croyance perdura pendant des millénaires. Un pharaon emblématique, Khéops, possédait également un navire,
Découvert par des scientifiques en 1954 à proximité de sa pyramide à Gizeh. Ce dernier est environ 4 siècles plus récent que la flotte d'Abydos, mais le bateau de Khéops était presque 2 fois plus long. La grande pyramide de Gizeh et le tombeau de Toutankhamon figurent parmi les découvertes archéologiques les plus célèbres d'Égypte. Pourtant, de nombreux secrets demeurent enfouis sous les sables infinis du Sahara. Récemment, en 2020, des archéologues ont mis au jour une ville perdue, qualifiée de plus importante découverte depuis celle du tombeau de Toutankhamon en 1922. La ville d'Aton, âgée d'environ 3000 ans, suscite l'espoir des historiens d'obtenir un aperçu de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. L'archéologue et égyptologue renommé Zahi Hawass a décrit ce site comme une cité d'or oubliée. Aton se situe à environ 500 km au sud du Caire, la capitale égyptienne, et se trouve à proximité de la célèbre vallée des rois. Les archéologues ont d'abord découvert des sections de murs en briques de boue qui s'étendaient dans toutes les directions. Puis, ils ont mis au jour des pièces complètes contenant des outils du quotidien. L'équipe de fouilles a également révélé une boulangerie, un quartier résidentiel et un district administratif, tous datant de l'époque où la civilisation égyptienne était à son apogée. Ils ont également été les pionniers dans la fabrication d'objets en fer. En 1911, des scientifiques ont découvert un ensemble de perles en fer près du village d'El Gerzeh en Basse-Égypte. Ces perles représentent les plus anciens artefacts en fer connus à ce jour. Cette découverte est proprement fascinante, car les anciens les ont créées en martelant un morceau de météorite. Ces 9 perles faisaient autrefois partie d'un collier élaboré. Aujourd'hui, elles sont corrodées et noircies, ce qui est parfaitement normal pour un bijou datant de plus de 5000 ans. Composées d'un alliage de fer et de nickel, ces perles témoignent du savoir-faire exceptionnel des anciens bijoutiers. Leur habileté est d'autant plus remarquable qu'ils ignoraient l'origine stellaire du matériau utilisé. La pyramide de Khéops présente également une caractéristique remarquable. Un groupe de recherche international a analysé la réponse électromagnétique de la structure aux ondes radio et a découvert que la pyramide était capable de concentrer l'énergie électromagnétique en son sein. Ce phénomène se produit tant à l'intérieur de ses chambres qu'en dessous de sa base. Elle abrite également une chambre souterraine inachevée. Il semble que cette réponse électromagnétique soit liée aux propriétés du calcaire, le principal matériau utilisé dans la construction de la Grande Pyramide. Les résultats de cette recherche pourraient avoir des applications pratiques, notamment en vue d'améliorer le fonctionnement des cellules solaires et des nanocapteurs. Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tézontl. Impressionnant, non ? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction, mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnaient sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre.
Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé, où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasse et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au VIe avant notre ère et au XXe siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama, pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu, mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué, mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable.
Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre. En ce qui concerne la conception des pyramides, celle d'Égypte ressemblait à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues ? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés, et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail. Stonehenge a exigé près de 20 millions d'heures de travail pour être édifié. À titre de comparaison, un individu lambda ne vit guère au-delà de 700 000 heures. Voici Jack, l'un des tout premiers bâtisseurs de Stonehenge. Supposons que Jack ait atteint l'âge de 80 ans, hypothèse hautement improbable, mais qui simplifie nos calculs. Si Jack avait consacré toute sa vie, de sa naissance jusqu'à ses 80 ans, à la construction de Stonehenge, il aurait fallu environ 28 générations et demie de travailleurs perpétuant cet effort pour achever l'ouvrage. C'est pratiquement impossible. Pour rendre cette estimation plus plausible, doublons ce chiffre. Après tout, Jack n'aurait sans doute pas dédié toute sa vie à charrier des pierres et il n'a certainement pas atteint un âge aussi avancé. Nous arrivons ainsi à près de 57 générations nécessaires pour ériger Stonehenge. On n'est malheureusement pas assez d'espace à l'écran pour vous présenter John, l'arrière-arrière-arrière-arrière, petit-fils de Jack, mais vous saisissez l'idée. Tout a débuté il y a environ 5000 ans, avec un simple rempart de terre et un fossé circulaire. Puis, aux alentours de 2600 avant notre ère, les bâtisseurs ont remplacé cette structure primitive par une configuration plus élaborée de rondins de bois et ont acheminé depuis le pays de Galles quelques 80 blocs de dolérite, qu'ils ont réagencés au moins 3 fois. Quelques siècles plus tard, ils ont ajouté ces impressionnantes pierres de Sarsène d'environ 25 tonnes chacune. Ces imposants blocs de grès furent transportés sur près de 30 km afin de former un cercle extérieur continu, tandis que 5 trilithes, 2 pierres dressées, surmontées d'un linteau, formaient une structure en fer à cheval en son centre. Ce chantier, s'étendant sur un millénaire, a nécessité d'innombrables années de labeur. On peut donc supposer que les ouvriers vivaient à proximité. Mais dans quelles conditions pouvaient-ils bien se loger ? De nos jours, les ouvriers disposent sur place de petites habitations temporaires, si besoin. Mais de telles structures existaient-elles réellement à l'époque où Stonehenge fut érigé ? Eh bien oui. Et les découvertes archéologiques récentes aux abords de Stonehenge en apportent la preuve. Des fouilles ont mis au jour une écomaison datant de l'âge de la pierre, une trouvaille d'une importance capitale puisqu'il s'agit de l'un des plus anciens habitats connus dans la région. Cette demeure mésolithique, récemment mise au jour, remonte à environ 4300 avant notre ère. Observons-la de plus près. Pour édifier les murs, les habitants de l'époque s'appuyaient sur un arbre tombé, plus précisément sur son tronc. Ces parois de bois étaient consolidées avec du silex, et ils avaient même pris soin de paver la cavité laissée par l'arbre déraciné. Quant à la toiture, ils avaient eu recours à des peaux d'animaux.
Un choix judicieux qui devait offrir une protection efficace contre le climat capricieux des îles britanniques. Vous vous demandez peut-être comment ces bâtisseurs ont pu affronter les rigueurs du climat britannique, particulièrement durant l'hiver. La réponse est simple. Un foyer était aménagé sur place, ce qui n'a rien d'étonnant en soi. Mais le système employé pour chauffer l'habitat se révélait particulièrement ingénieux. Placer un foyer directement à l'intérieur de la maison aurait constitué un danger trop important. Mais introduire des pierres chauffées ne présentait aucun risque. Tout en demeurant chaudes, elles ne pouvaient pas provoquer d'incendie. Elles servaient donc de réservoir thermique, permettant de maintenir une chaleur agréable durant la nuit. Pour parfaire leur aménagement, ils ajoutaient à même quelques pierres décoratives. Certes, ce n'était pas Versailles, mais leur demeure possédait indéniablement une certaine élégance. Si vous pensez que cette découverte ne concerne que les habitations, détrompez-vous. Elle bouleverse notre compréhension du mode de vie de cette époque. En situant ces populations dans un cadre préhistorique essentiel, dès les débuts du néolithique, elle soulève des interrogations fascinantes sur un éventuel lien entre ces premiers habitants et les bâtisseurs de Stonehenge. Mais une inquiétude persiste. Les experts s'inquiètent du fait que ce site, ainsi que d'autres vestiges archéologiques enfouis, pourraient être mis en péril si les autorités maintiennent leur projet de tunnel visant à détourner l'A303 en la faisant passer sous ce site classé au patrimoine mondial. Bien entendu, la maison mise au jour par les scientifiques n'était pas parfaitement conservée et présentait plusieurs lacunes essentielles pour la vie quotidienne. Certains éléments avaient disparu avec le temps, tandis que d'autres étaient simplement absents. Aussi, les chercheurs ont-ils entrepris de recréer ces habitations vieilles de 4500 ans. Pour ce faire, ils ont utilisé 20 tonnes de craie, 5000 tiges de noisetier et 3 tonnes de paille. Ces reconstitutions ont été érigées à proximité de Stonehenge. Un véritable exploit lorsqu'on sait à quel point il est difficile d'y obtenir un permis de construire, même pour une simple étable. Alors, à quoi ressemblent ces maisons? Tout d'abord, il y en a 4, toutes de forme ovale. Elles reposent sur les fondations de véritables habitations qui se dressaient à cet endroit il y a environ 4500 ans, soit précisément à l'époque où l'éco-maison de Stonehenge était en construction. Les habitations sont de taille modeste, se limitant à une seule pièce. Déterminer leurs dimensions s'est révélé relativement simple, puisque la taille du toit et la hauteur des murs pouvaient être estimées à partir des fondations. Chaque côté mesure environ 5 mètres. Cependant, la structure exacte de la toiture demeure une énigme. À l'époque, plusieurs techniques à base de chaume étaient utilisées, rendant difficile l'identification précise de celle employée ici. Pour l'instant, l'hypothèse la plus probable est celle d'une toiture en paille nouée ou attachée, solidement fixée à un cadre en noisetier tressé. Lorsque le foyer est allumé, la fumée s'élève naturellement à travers le chaume. Les 20 tonnes de craie ont servi à recouvrir les sols et les murs. Cette surface blanche réfléchit la lumière du soleil et retient la chaleur du feu. Toutefois, un problème inattendu est apparu. Le sol, saturé d'eau, en a considérablement retardé le séchage. Alors que la craie aurait dû durcir en quelques jours, certaines parties du sol sont restées collantes durant des semaines, un peu comme du chewing-gum. Il ne fait aucun doute que les bâtisseurs d'il y a 4500 ans ont dû affronter des difficultés similaires, ce qui permet d'apprécier à sa juste valeur le labeur qu'exigeait la construction de ces habitations. Pour obtenir une finition lisse et presque brillante, la dernière couche d'enduit a été appliquée avec des chiffons, conférant au mur une apparence étonnamment raffinée. L'intérieur est aménagé avec des lits et des étagères en bois et en osier, ainsi que des pots d'argile, le tout organisé autour d'un foyer accueillant. Le tout donne une impression d'espace et baigne dans une lumière naturelle qui traverse le toit de chaume avant de se réfléchir sur les murs blancs. Le mobilier tressé, quant à lui, apporte une touche d'authenticité. Des feux ont été allumés pour y préparer un premier repas. Du pain confectionné à partir de farine moulue sur une meule de pierre, juste à côté du foyer. Ceux qui l'ont goûté ont été agréablement surpris par sa saveur. Légère déception. Ceux qui ont recréé ces habitations ont un peu triché. Certes, les matériaux sont fidèles à ceux d'origine, mais les outils utilisés ne le sont pas. Ils ont eu recours à des bétonnières pour mélanger le torchis, des brouettes pour transporter le bois, et des haches en acier pour fendre les bûches près de l'âtre, plutôt que des outils de pierre. Il faut toutefois rappeler que ces constructeurs ne sont pas des experts, mais des bénévoles. Dans ces conditions, une petite entorse aux techniques d'antan semble tout à fait pardonnable. D'ailleurs, d'autres volontaires présents sur le site sont ravis de partager leurs connaissances sur les tâches quotidiennes des bâtisseurs de Stonehenge, qu'il s'agisse de moudre le grain ou de tresser des cordes en jonc. Mais ces cahutes ne sont pas les seules découvertes notables de la région de Stonehenge.
Il y a quelques années, des archéologues ont mis au jour un site funéraire qui précède même la construction du célèbre monument. Ce long tumulus néolithique, daté d'environ 5600 à 5700 ans, aurait accueilli les dépouilles de certains des premiers habitants de Grande-Bretagne. Son existence a été révélée par des images aériennes montrant son empreinte caractéristique sous les cultures. La plaine de Salisbury regorge d'anciens vestiges, comprenant Stonehenge, divers tumulus et autres monuments. Épargnée par les bouleversements au fil des siècles, elle a su préserver une quantité remarquable de structures préhistoriques. Cette découverte illustre par ailleurs une transition majeure dans le mode de vie humain, marquant le passage du nomadisme à une sédentarisation fondée sur l'agriculture et l'élevage. Un mode de vie qui fait écho à celui reconstitué dans l'écomaison. Le tumulus en question s'étend sur environ 26 mètres de long et 20 mètres de large. Bien que l'érosion et l'agriculture aient fait disparaître une grande partie de sa structure émergée. Si ces caractéristiques sont similaires à celles d'autres sépultures de la région, il pourrait renfermer les restes de 30 à 50 individus, ainsi que des crânes de vaches, dont l'importance pour ces communautés anciennes ne fait aucun doute. L'ancienne cité de Taposiris Magna est nichée quelque part le long de la côte nord de l'Égypte. De nos jours, elle a conservé très peu de sa gloire d'antan. Mais ce qui se trouve en dessous pourrait bien détenir la clé d'un célèbre mystère. Celui de Cléopâtre, l'une des reines d'Égypte les plus mémorables de l'histoire. Le tunnel récemment découvert est également connu comme un prodige de géométrie pour son époque. Des fouilles ont mis à jour une structure de 13 mètres de long enfouie dans le sol et partiellement immergée. Sa forme et ses techniques de construction sont semblables à celles du tunnel de Palinos. Une autre incroyable découverte de l'Antiquité. Ce dernier se trouve sur l'île de Samos, en Grèce, et a été réalisé en creusant simultanément à partir de 2 points, dans le but de les faire se rencontrer au milieu. L'utilisation des mathématiques et de la géométrie pour réaliser cet ouvrage était d'une précision stupéfiante pour l'époque, d'autant plus qu'il traverse une montagne de part en part. Les archéologues qui travaillent sur le site de Taposiris Magna depuis 2004 pensent que ce tunnel pourrait mener au tombeau perdu de Cléopâtre. Les indices qu'ils ont découverts jusqu'à présent semblent étayer cette théorie. Pour commencer, la ville et son temple ont été construits par l'un des ancêtres de Cléopâtre, Ptolémée II. Toute son architecture semble indiquer que la cité était dédiée à l'ancien dieu Osiris et à sa reine, Isis. Tout au long de son règne, Cléopâtre a cherché à s'associer à la déesse. Il ne serait donc guère surprenant qu'elle ait choisi cet endroit comme lieu de dernier repos. Les archéologues n'ont pas encore réussi à localiser le tombeau de Cléopâtre, mais les recherches se poursuivent avec l'aide de la technologie moderne. Pour mieux étudier cet emplacement, les chercheurs ont même eu recours à un dispositif spécial, appelé radar à pénétration du sol. Cet outil nous permet d'analyser ce qui se trouve sous la terre, sans avoir besoin de l'excaver. Comme ce tunnel est très ancien, les recherches doivent être menées avec la plus grande délicatesse. Voir des images de ce qui se trouve sous terre avant de commencer à creuser est incroyablement utile, et c'est ce que l'on fait ici depuis 2011. La découverte finale de la tombe de Cléopâtre pourrait nous aider à reconstituer son histoire. Surtout ce qui aurait pu se passer lors de la dernière partie de son règne, qui est encore entouré de mystères. Nous ne connaissons toujours pas la cause exacte de son décès. Certains pensent qu'elle aurait pu se laisser délibérément mordre par un cobra égyptien venimeux. D'autres ont suggéré qu'elle était tout à fait accoutumée au poison, en dissimulant même dans sa brosse à cheveux, au cas où le besoin s'en ferait sentir. Mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle ait choisi de l'utiliser sur elle-même. Nous avons beaucoup d'autres informations intéressantes sur Cléopâtre, qui sont tout aussi dignes d'intérêt, comme le fait qu'elle ait eu sa propre styliste. La plupart des images que vous avez vues représentant la célèbre reine montrent que ses yeux étaient cernés de colle noire. Ce look aurait été créé par Iras, une servante connue pour avoir été sa cosméticienne attitrée. Elle traçait une longue ligne de ses yeux jusqu'à ses tempes, une technique de maquillage encore utilisée aujourd'hui pour mettre les yeux en valeur. Eiras aurait été une figure importante tout au long de sa vie, officiant également comme sa confidente et sa plus proche amie. Il existe même quelques théories qui suggèrent qu'Eiras se tenait à ses côtés lorsqu'elle a mis fin à ses jours. Malgré ses tenues recherchées, Cléopâtre n'était pas aussi belle qu'on le décrit. Ou du moins, c'est ce que pointent des recherches récentes. Certes, si l'on regarde les films et l'iconographie moderne, elle est représentée comme une femme d'une extrême beauté, aux traits symétriques et délicats. Toutefois, si l'on examine les pièces de monnaie représentant son profil de l'époque,
Son apparence laisse beaucoup à désirer. Son image sur les pièces de monnaie a peut-être également été exagérée, pour donner à la reine une apparence plus reconnaissable aux yeux de son peuple. Ainsi, il n'existe aucune source véritablement fiable pour confirmer son aspect. Mais sa description dans la plupart des textes de l'Antiquité évoque ses autres qualités, comme son éloquence et sa personnalité, plutôt que sa beauté. Cléopâtre est peut-être la reine égyptienne la plus célèbre à ce jour, mais elle n'était pas non plus le premier choix. Elle avait une sœur aînée, Bérénice, qui n'aura que très brièvement occupé le trône. Cette dernière ayant été renversée après 3 ans de règne, Cléopâtre s'est donc habituée à endosser le rôle et a commencé à se consacrer à sa propre éducation. Elle voyageait fréquemment à travers le pays pour se familiariser avec son peuple et avec leurs besoins. Elle n'avait que 18 ans lorsque les rênes du pouvoir lui ont été transmises, et elle a immédiatement gagné en popularité en raison de sa grande intelligence et de son instruction. Son goût pour la littérature était également renommé. On savait qu'elle était friande des œuvres d'Homère, le célèbre poète grec. Cléopâtre aimait d'ailleurs autant écrire qu'elle aimait lire. Il existe même des suppositions selon lesquelles elle aurait écrit un livre sur la médecine et les cosmétiques, mais nous n'avons aucune preuve à ce jour que ce travail ait jamais existé. Être une grande souveraine à cette époque signifiait qu'il était indispensable de parler plusieurs langues. Cléopâtre l'avait clairement compris. Et c'est pourquoi il se murmure qu'elle en connaissait de nombreuses, à des degrés divers. Certains archéologues ont suggéré qu'elle maîtrisait le grec, l'égyptien et l'éthiopien, ainsi que de nombreux dialectes arabes. Elle aurait également pu parler latin, mais il y a peu de preuves pour soutenir cette hypothèse. Elle n'avait peut-être pas des traits angéliques, mais Cléopâtre faisait vraiment attention à son apparence, à commencer par son alimentation. Elle aimait les repas simples, notamment une variété de poissons. Étant donné qu'elle vivait près de la mer Méditerranée, ce n'est vraiment pas une surprise. En guise de friandises, elle raffolait des pigeons farcis, qu'elle servait également à ses invités. D'autres plats au menu comprenaient des légumes et de la soupe de fèves. Les fruits et les noix n'étaient pas en reste dans son alimentation, et elle était également une grande amatrice de miel. Récemment, une équipe d'experts a même essayé de reproduire son célèbre parfum. Voyez cela comme l'équivalent antique du Chanel numéro 5. Cléopâtre était connue pour être une grande amatrice de parfums luxueux, dont elle croyait même qu'ils pouvaient influer sur la manière dont les gens la percevaient. La base de ce parfum est la myrrhe, une résine récoltée sur un arbre local. D'autres ingrédients ajoutés au mélange étaient également répandus à l'époque, comme la cardamome, l'huile d'olive et la cannelle. Le résultat peut ne pas être aussi fragrant que les parfums que nous connaissons et employons aujourd'hui. Sa consistance était beaucoup plus épaisse, mais le parfum durait beaucoup plus longtemps. Quand elle était à l'apogée de sa gloire, Cléopâtre aurait bien pu être la personne la plus riche au monde. À cette époque, elle régnait sur un territoire qui s'étendait à travers la Méditerranée, de la Libye actuelle à l'ouest, en passant par l'Égypte jusqu'à la Syrie tout à l'est. À l'époque, c'était le plus grand territoire jamais dirigé par une femme. En monnaie d'aujourd'hui, sa fortune aurait donc pu avoisiner les 95 milliards de dollars. Les calendriers que nous utilisons aujourd'hui ont peut-être été introduits par Cléopâtre elle-même. C'est elle qui aurait présenté l'idée des années bissextiles et des jours intercalaires à Jules César, le général romain avec lequel on sait qu'elle était très proche. Suivant ses conseils, César aurait fait de ces ajustements une partie intégrante du calendrier romain. Les anciens Égyptiens savaient déjà que l'année était plus longue que 365 jours exactement. Ils ont découvert cela en étudiant l'étoile la plus brillante dans le ciel, appelée Sirius, et en ont conclu qu'une année durait en réalité 365 jours et un quart. C'est Elizabeth Taylor qui a fameusement introduit Cléopâtre dans l'imagerie populaire, lorsqu'elle l'a interprétée dans le film du même nom en 1963. À ce moment, il s'agissait du film le plus coûteux jamais produit. Il n'était censé coûter qu'environ 2 millions de dollars, mais a fini par engloutir l'incroyable somme de 44 millions. C'était principalement dû à des problèmes de scénario et de production. Pour réaliser ce film emblématique, les producteurs ont dû créer 79 décors de toutes pièces, ainsi que plus de 26 000 costumes pour le reste du casting. Rien que les costumes de Cléopâtre d'Elizabeth Taylor ont coûté environ 2000 dollars. Heureusement pour les producteurs, le film a fait les gros titres et a été très bien accueilli par la critique, ce qui en fait un succès au box-office. Certains associent Cléopâtre à un autre célèbre souverain d'Égypte,
le pharaon Toutankhamon. C'est une erreur. Car hormis le fait qu'ils aient en tous deux été des pharaons égyptiens, ils n'ont rien d'autre en commun. Pour commencer, Toutankhamon a vécu environ 1300 ans avant Cléopâtre. Et ils ne partageaient même pas la même ascendance. Cléopâtre avait des racines grecques macédoniennes, tandis que Toutankhamon était un Égyptien du pur souche. Pendant plus de 3000 ans, le masque d'or du pharaon Toutankhamon est resté caché dans la vallée des rois. Cet artefact, qui mesure environ 54 cm de haut, témoigne de l'habileté et de l'art des anciens Égyptiens. Mais personne ne s'attendait à ce que les rayons X révèlent son plus grand secret. Le roi Toutankhamon a été le dernier souverain de sa famille au cours de la 18e dynastie. Il est monté sur le trône à l'âge de 9 ans, mais n'a régné que 10 ans avant de s'éteindre inopinément. Pour être honnête, dans l'Égypte ancienne, il a été oublié par les souverains qui lui ont succédé. Son tombeau n'était pas très important pour eux, à tel point que même les pilleurs de tombes l'ont oublié. Cela peut sembler un peu triste, mais en réalité, c'est une excellente nouvelle pour nous. Comme son tombeau était pratiquement oublié, il a fini par être parfaitement préservé. Alors que les autres tombes de la vallée des rois ont été pillées, la sienne est restée scellée et intacte. Ainsi, lorsqu'elle a été découverte en 1922, elle contenait plus de 5000 objets précieux. Cela a fait de Toutankhamon une célébrité instantanée et l'un des pharaons les plus connus de notre époque. Parmi ces trésors se trouvait la pièce la plus étonnante, son masque d'or. Ce masque est censé être l'image exacte du visage du roi, ou du moins était-il censé l'être, mais nous y reviendrons plus tard. Le but de cette représentation exacte de son visage était de s'assurer que son âme le reconnaîtrait dans l'au-delà et reviendrait dans son corps momifié. Selon les anciennes croyances égyptiennes, cela lui permettrait de continuer à vivre dans l'au-delà. Le masque semblait avoir été incroyablement difficile à réaliser, mais sa réelle complexité n'a été révélée que bien des années plus tard. Les premières radiographies du masque ont été réalisées en 1967. À l'époque, ces scans étaient menés principalement motivés par des raisons pratiques. La conservation. Le masque partait pour une exposition à Paris. C'était la première fois qu'il quittait l'Égypte. Ces images permettraient de constater les éventuels changements survenus au cours de l'exposition. En outre, elles pouvaient donner des indications sur la manière dont le masque avait été fabriqué. Mais à l'époque, on ne se rendait sans doute pas bien compte de la complexité de sa construction. Les orfèvres égyptiens n'utilisaient pas les techniques de soudure modernes. Alors, comment ont-ils fabriqué ce masque ? De nouvelles radiographies effectuées en 2007 nous ont apporté quelques réponses. Il s'avère que les Égyptiens n'utilisaient pas d'or pur, qui est de 24 carats. Le masque était en fait réalisé en or 23 carats, c'est-à-dire mélangé à un autre matériau. Les spécialistes ont ainsi découvert que ces feuilles d'or contenaient une petite quantité de cuivre, un métal rouge-brun. Cette opération visait probablement à rendre le matériau plus souple et plus facile à façonner. Il modelait ensuite les feuilles d'or en les chauffant et en les martelant à plusieurs reprises. Mais le masque renferme un autre secret qui n'a été découvert qu'en 2015. L'année précédente, le personnel du musée égyptien du Caire préparait l'exposition du masque lorsque sa longue barbe fut accidentellement arrachée. Selon un autre scénario, la barbe se serait détachée au fil du temps et serait tombée toute seule. Quoi qu'il en soit, le fait que la barbe du roi Toutankhamon se soit détachée a causé beaucoup de tension. Après tout, il s'agit de l'une des plus grandes attractions touristiques du Caire, et les experts devaient donc régler le problème très rapidement. Le processus de restauration a commencé par un relevé détaillé de l'état du masque. Pour ce faire, ils ont dû effectuer un scan tridimensionnel complet de l'artefact. Et par hasard, ils ont trouvé quelque chose de très intéressant à l'intérieur. Dans la barbe royale se trouve un tube en or, une structure intrigante que les Égyptiens ont probablement utilisée pour attacher la barbe au reste du masque. Cela prouve une fois de plus que le processus de fabrication de ce masque était encore plus complexe que ne le pensaient les experts. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Vous vous souvenez que nous avons dit que le masque était censé représenter parfaitement le visage du roi Toutankhamon ? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Certaines théories populaires suggèrent que le masque n'a jamais été conçu pour lui, et qu'il a été fabriqué pour quelqu'un d'autre. Une étude publiée en 2015 suggère qu'il aurait initialement été confectionné pour une femme pharaon, sa belle-mère supposée, la célèbre et magnifique reine égyptienne Néfertiti.
L'indice le plus probant provient d'une inscription sur le masque. À première vue, elle semble bien se référer à Toutankhamon. Mais après un examen approfondi, les chercheurs ont remarqué que quelque chose d'autre avait été écrit sous le nom du roi. Le cachet du nom royal semble avoir été modifié. À l'origine, il portait une inscription que l'on a traduite par « Reine Néfertiti ». Une autre caractéristique du masque d'or de Toutankhamon, passé inaperçu pendant des années, ajoute encore au mystère. Comme nous l'avons déjà mentionné, les experts pensent que les pharaons qui lui ont succédé ne le respectaient pas beaucoup. Les oreilles percées sur le masque sont l'un des indices qui ont amené les archéologues à cette conclusion. Certains chercheurs pensent que le roi Toutankhamon n'aurait pas porté de boucle d'oreille après son enfance. Ainsi, selon leur théorie, lorsqu'il est décédé à l'âge de 18 ans, il n'aurait pas dû être représenté avec les oreilles percées. Cela pourrait également confirmer l'idée que le masque appartenait à l'origine à Néfertiti, ou peut-être à quelqu'un qui n'était même pas lié au roi Toutankhamon. Mais le masque n'est pas la seule source de mystère. En fait, sa tombe entière est truffée d'énigmes. Récemment, des historiens ont découvert un indice indiquant que l'endroit où le roi Toutankhamon était censé être enterré avait été changé à la dernière minute. Pendant des années, les experts se sont demandé pourquoi un pharaon qui a régné pendant 9 ans avait fini dans une tombe aussi simple. Comparé à la grandeur des tombes d'autres pharaons, sa tombe semble un peu ordinaire. L'idée qu'un roi comme Toutankhamon puisse avoir un lieu de repos aussi banal ne correspond pas au pouvoir et à l'importance qu'il devait avoir dans l'Égypte ancienne. Alors, que s'est-il passé? Apparemment, cela pourrait avoir un rapport avec son successeur, le pharaon Haï. Après la mort du roi Toutankhamon, les chercheurs pensent que Haï a fait en sorte de l'effacer de l'histoire de l'Égypte. Une théorie suggère donc qu'il est probablement à l'origine de la décision rapide de placer le corps du roi Toutankhamon dans une tombe plus petite et moins impressionnante. Lorsque les experts ont examiné la tombe d'Haï, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Un grand mur recouvert de peintures représentant des babouins. Il s'agit du même type d'œuvre d'art que celle que l'on trouve dans la tombe de Toutankhamon. Il semble que ce soit la même personne qui ait choisi les œuvres d'art pour les deux tombes. La conception et la décoration des deux tombes sont presque identiques, ce qui suggère qu'une main commune les a réalisées. Mais il y a une différence essentielle. La tombe d'Haï est digne d'un roi. Elle est beaucoup plus grande et plus somptueuse, même si le style et les œuvres d'art sont similaires à ceux du tombeau de Toutankhamon. Cette théorie suggère donc qu'Haï aurait décidé du contenu des deux sépultures. Comme Toutankhamon est décédé subitement à un jeune âge, son grand tombeau n'a pas été achevé à temps. Habituellement, les pharaons entreprenaient la construction de leur tombe de leur vivant, afin de s'assurer que tout soit parfait. Mais Toutankhamon est décédé alors qu'il n'avait que 18 ans, et le temps lui a donc manqué. Et a peut-être profité de la situation pour commander une tombe plus petite pour Toutankhamon et garder la plus grande pour lui. Les experts pensent que cette théorie expliquerait pourquoi la tombe de Toutankhamon est si simple et comment Haï a réussi à effacer sa mémoire de l'histoire si facilement. En fin de compte, l'histoire du masque et du tombeau du roi Toutankhamon est empreinte de mystère et d'intrigue. Chaque nouvelle découverte jette un peu plus de lumière sur ce qui s'est réellement passé il y a tant d'années. Mais une chose est sûre, l'Égypte ancienne a encore bien des secrets à nous livrer. Et le roi Toutankhamon continuera de fasciner les hommes dans les années à venir. Il fait nuit, et tu t'apprêtes à pénétrer dans la dernière demeure du pharaon Toutankhamon. Tu n'as pas de torche, mais tu t'es au moins muni d'une lampe de poche. Tu descends plusieurs étages, et tu remarques que les murs sont gravés de hiéroglyphes et de ce qui ressemble à un sort. Le sort dit « Ceux qui emporteront quoi que ce soit de cet endroit seront maudits ». Même si tu n'y crois pas vraiment, ça te fait un peu peur. Tu trouves une énorme porte en pierre. Est-ce un piège? Tu réussis à l'ouvrir, mais non, derrière, la salle est vide. Tu consultes ta carte. Il semble que tu suives la bonne direction. Au bout de plusieurs heures, tu comprends que tu es pris au piège dans un labyrinthe. Tu essayes de revenir sur tes pas, mais tu ne trouves plus la porte par où tu es entré. Ça y est, te dis-tu, tu es tombé dans le piège du pharaon. Et tu n'as rien apporté à manger. Nous avons tous vu des films hollywoodiens dans lesquels le personnage principal explore des ruines et se trouve confronté à des pièges très dangereux, n'est-ce pas?
On nous a répété que la royauté égyptienne protégeait ses dernières demeures à l'aide de scorpions et de serpents venimeux, de portes coulissantes qui vous emprisonnent à vie et d'immenses rochers qui écrasent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Mais ces pièges étaient-ils vraiment réels ? Je regrette d'avoir à te l'annoncer, mais il ne s'agit que de fiction. Ces pièges sont trop complexes techniquement pour que des civilisations anciennes aient pu les concevoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pièges du tout. Les civilisations anciennes, comme celles des Égyptiens et des Mayas, construisaient des monuments qu'elles dédiaient à leurs grands morts. Ces structures témoignaient souvent de la position qu'occupait la personne dans la société. Ainsi, pour les personnes vraiment importantes, les VIP de leur époque, on bâtissait d'immenses monuments qui abriteraient leurs dépouilles longtemps après leur disparition. Certaines de ces civilisations croyaient que la vie se poursuivait de l'autre côté du voile. C'est pourquoi on enterrait les gens avec leurs possessions. S'ils étaient riches et puissants, les sépultures étaient remplies d'or et de richesses. Imagine maintenant que tu vives en Égypte ancienne. Tu sais exactement où se trouvent tous les tombeaux des pharaons et tu as entendu des rumeurs sur les grandes richesses conservées dans ces lieux. Peut-être serais-tu tenté d'aller y jeter un coup d'œil ? Il s'agit de grandes salles remplies du sol au plafond d'objets d'or, de bijoux et même d'argent. C'est vrai, c'est tentant. Et comme il n'y avait pas de gardien pour protéger l'entrée de ces lieux, les Égyptiens devaient faire preuve d'imagination pour préserver ces trésors. Les pièges étaient une solution très pratique. On construisait par exemple des salles vides à l'intérieur des monuments afin de confondre les voleurs. Examinons la dernière demeure d'Amenhotep III. Elle fut construite dans la ville de Luxor, dans un wadi secondaire de la vallée des rois. 2 ingénieurs français ont découvert le monument entre 1905 et 1914. Cette structure est immense et comporte plus de 10 salles reliées entre elles par de longs couloirs et de raides escaliers. La salle du roi est la mieux dissimulée, et avant de la trouver, un étranger sera perdu plusieurs fois dans ce sombre dédale. D'autres pharaons ont tenté de protéger leurs richesses en faisant construire des monuments dont les faux planchers dissimulaient des trous d'une profondeur pouvant aller jusqu'à 6 mètres. Les visiteurs indésirables étaient ainsi découragés dans leurs recherches en voyant s'ouvrir le sol en chemin vers la chambre du roi. Outre les faux planchers, ils excellaient à construire de véritables labyrinthes de couloirs et de fausses murailles. Et les voleurs pouvaient mettre des heures avant de trouver la riche sépulture. Quant aux serpents venimeux, il est probable qu'ils soient venus d'eux-mêmes s'installer dans les fosses de ces monuments. Et sans doute ne restaient-ils pas très longtemps. Comment ces reptiles auraient-ils pu survivre des années durant sans nourriture dans cet obscur intérieur ? Oui, il s'agit donc bien encore d'une légende inventée par Hollywood. Si ces pièges te paraissaient ennuyeux, les archéologues ont trouvé un moyen de dissuasion intéressant dans la dernière demeure de la Reine Rouge de Palenque, au Mexique. Palenque était l'une des puissantes cités mayas du Mexique précolombien. On pense que la Reine Rouge était la grand-mère du dernier roi maya. Sans aucun doute, une personne d'une grande importance pour l'Empire. En son honneur, un immense monument fut construit pour conserver son corps après sa mort. La découverte de la tombe elle-même a été un véritable événement. Les archéologues ont trouvé un ancien monument en creusant sur le site en 1994. Ils ont d'abord vu une salle avec une porte cachée. Une fois la porte ouverte, ils ont découvert un long couloir. Enfin, au bout de ce couloir, se trouvait la chambre de la reine. Les archéologues étaient impatients de mettre au jour cette salle contenant la momie de la reine. Elle était entourée de perles, de coquillages de jade et de pierres précieuses. Mais en explorant les vestiges, l'équipe a remarqué quelque chose d'assez étrange. La pièce était couverte de poudre rouge. Les chercheurs connaissaient l'importance de cette couleur pour le peuple maya et savaient qu'ils s'en servaient pour décorer leurs vêtements et leurs bâtiments. Mais ils ne comprenaient pas la présence de cette substance inconnue dans la sépulture de la reine. Après en avoir rapporté un échantillon pour une analyse approfondie, ils ont découvert que cette poudre était du cinabre, un minéral très nocif.
Cette poudre, lorsqu'elle est inhalée, peut causer de graves dommages à la santé d'une personne. L'équipe a conclu qu'il ne pouvait s'agir que d'un piège pour ceux qui tenteraient de s'emparer de ces richesses. Les poudres toxiques sont peut-être les pièges les plus efficaces que nous ayons vus jusqu'à présent. Mais le moyen le moins onéreux d'éloigner les visiteurs indésirables était peut-être d'inscrire des sortilèges sur les surfaces des monuments. Nous en ririons probablement aujourd'hui, mais à l'époque, cela marchait extrêmement bien. Les sorts disaient généralement que quiconque emporterait quoi que ce soit connaîtrait un destin funeste. Certaines formules promettaient aux voleurs qu'ils perdraient leur maison dans de grands incendies ou de terribles inondations, d'autres que les malfaiteurs auraient des problèmes de santé incurables. Mais rien de tout ça n'a suffi à dissuader les pilleurs. D'étranges histoires semblent attester de la réalité de ces sortilèges. L'une d'entre elles est celle du célèbre égyptologue britannique Howard Carter, responsable de la découverte de la tombe du pharaon Toutankhamon dans les années 1920. Après des mois de fouilles infructueuses, Carter a découvert cette sépulture par hasard. Il a trouvé l'entrée d'un escalier sous le sol dans lequel il creusait depuis des mois. Aidé d'une équipe, il a dégagé les amas de sable qui en bloquaient l'entrée et a découvert une porte. Plusieurs symboles étaient gravés sur celle-ci. Et Carter savait que cela ne pouvait que signifier qu'une personne très importante avait été enterrée à cet endroit. Et il avait raison. À l'aide de son burin, il fit un trou dans le coin supérieur gauche de la porte en s'éclairant à la flamme d'une bougie. Il n'en croyait pas ses yeux. Devant lui, de nombreux objets d'or ainsi que des joyaux brillaient de tout leur feu. Carter venait de découvrir la dernière demeure de Toutankhamon, perdue depuis 3000 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette découverte s'accompagna d'une série d'événements malheureux qui portent à croire qu'un sort avait été jeté. Quelques années plus tard, Carter mourut mystérieusement. Et certains de ses assistants perdirent leur maison dans des inondations, tout comme l'une des formules le promettait. Certaines personnes croient qu'il s'agit de simples coïncidences, car il n'y a aucune preuve du lien entre ces différents événements. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Était-ce un bon piège après tout ?